deuxième partie de cette émission avec nous, Isidore Kouanou du journal Alternative, Ildefonse Akpaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Dans la première partie, Ildefonse, on parlait également justement de ce mutisme, de ce silence qu'on observe sur la scène, ou bien au sein de la classe politique de l'opposition, des acteurs de la société civile, du milieu intellectuel, et vous développez une idée. Vous ne les défendez pas, mais vous vivez un événement au quotidien et votre réaction, c'est en fonction de ce que vous vivez quotidiennement. Oui, mais je faisais savoir tout à l'heure que je ne suis pas surpris que toutes ces catégories de personnalités que vous avez citées soient silencieuses face à la situation qui, aujourd'hui, devient de plus en plus dangereuse pour la simple raison que ceux qui dirigent aujourd'hui le pays ont un bras fort qui est l'armée. C'est la même armée qu'on prend pour bloquer le débat politique. Vous imaginez un seul instant, et c'est là où je dis, je ne les défends pas, vous imaginez un seul instant que les partis politiques décident d'appeler leurs militants dans la rue pour dénoncer cet état de fait. Les universitaires demandent une manifestation. La société civile s'organise pour marcher. Vous avez lu la dernière loi sur les libertés publiques? Oui. Et ce qui est impensable, excusez-moi, ce qui est un peu idiot, c'est qu'on ne peut pas me dire à moi, fonctionnaire, dans un service public, à moi, à qui la loi fondamentale donne le droit de défendre mes droits. Vous le faites comment? Soit par grève, ou soit par mouvement. On dit, devant une institution, vous ne devez pas manifester. Donc ça veut dire que vous ne pouvez même pas revendiquer votre droit. Mais il n'y a pas que la manifestation. Il n'y a pas que la manifestation pour dénoncer. On peut organiser une conférence de presse. Il y a plusieurs manières de provoquer le débat au sein je suis d'accord de la société. je suis d'accord qu'on provoque le débat. Ouais. Mais lorsque vous n'avez pas les armes nécessaires pour vous défendre, vous pouvez beau crier au Togo, ça ne donnera rien du tout. La preuve, c'est que nous avons une assemblée dont moi, je ne sais même pas quel qualificatif il faut la donner. Je n'en sais pas. Parce que les mêmes qui privatisent, les mêmes qui font des foutaises, se retrouvent à l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas passer. C'est juste pour te dire que ceux qui dirigent le pays ont bloqué le pays. Ils l'ont bloqué. Mais ils n'ont pas bloqué la voie et la liberté de penser au moins. Dans certains pays, ça devait provoquer le débat. Le débat doit être animé depuis, mais rien de tout ça au Togo. La liberté de penser, oui. Ouais. Mais les mouvements, non. Et non, mais on peut dénoncer ça par voie, par des canaux. Il y a des canaux traditionnels par lesquels on peut dénoncer, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut situer l'opinion sur un certain nombre de faits. Il y a les réseaux sociaux, les comptes Twitter, même les personnalités, les présidents aujourd'hui ont des comptes Twitter qui tweetent, qui se prononcent sur des choses. Je suis d'accord avec vous par rapport au fait qu'on puisse partager ces genres de choses, dénoncer ces genres de choses à travers les réseaux sociaux. Donc vous venez de... débat, justement. Voilà. Mais est-ce que ceux à qui vous envoyez tout ça là sont réceptifs au moins et se disent mais ce qu'on nous dit là vraiment ça ne va pas. Vous imaginez, on est dans un état où les deux universités que nous avons, le CAMES envoie une note pour dire que les présidents de ces deux universités là ont fait faux usage de faux, c'est-à-dire ils ont volé. Jusqu'aujourd'hui ils sont maintenus à leur place. Qu'est-ce que le chef de l'État qui a été... Non, c'est des exemples palpables. Qu'est-ce que le chef... Voilà, qu'est-ce que le chef... Non. C'est juste pour vous dire, est-ce que ceux qui dirigent notre pays sont réceptifs de tout ce qu'on leur envoie quand ça ne va pas? Quand vous êtes réceptif, vous réagissez. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, mais je suis éberlué quand on dit qu'on veut financer une voie, on passe le marché
c'est-à-dire un appel d'offres. Lorsque vous remplissez les conditions, vous prenez le marché. Et que bizarrement, on est là, un ministre devant les députés en plus, dit, mais attendez, mais l'argent qu'on a voté là, moi je l'ai donné au directeur pour acheter le matériel. Est-ce qu'il a rempli? Ça, on l'appelle clientélisme. C'est juste pour te dire, lorsque les responsables sont réceptifs de tout ce que nous venons de citer et prennent la mesure de corriger le tir, là... En tout cas, sur ce sujet, Apucia vient de saisir le procureur de la République et on attend la suite de cette affaire, ce que ça va donner. Isidore, on va parler de la privatisation, toujours des sociétés d'État. Alors, la question est de savoir quel sort pour le secteur privé. Quel sort pour le secteur privé? Voilà. La question se la pose depuis la semaine dernière parce que c'est dans la même semaine où on a organisé une semaine du secteur privé. Ouais. C'est dans la même semaine qu'on a privatisé la société Togocom. Et aujourd'hui, le secteur privé est mis à l'écart, puisqu'on ne retrouve pas le secteur privé dans le processus qui a conduit à la privatisation de Togocom. Comment est-ce que ça se fait? Pourquoi vous demandez aux gens de contribuer à hauteur de 65% au plan national de développement, PND. Ouais. Vous demandez aux gens de contribuer à l'essor de l'économie nationale. Vous leur demandez d'investir dans le pays. Mais quand le moment arrive de privatiser, de vendre les sociétés d'État, vous les écartez. Vous les écartez carrément. On ne comprend pas. Bon, face à cette situation, et quand est-ce que nous aussi nous aurons des milliardaires togolais à la trempe de Sébastien Javon du Bénin, de Dangote, celui qui vient à qui on vient d'octroyer de licences et de plein d'autres gens, ou soit les milliardaires on les compterait seulement parmi ceux qui volent ce pays. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs milliardaires qui entourent, qui gravitent autour du régime. Et ces milliardaires, ces gens-là n'ont pas travaillé pour avoir ces milliards. Non, c'est nos richesses. C'est les richesses du Togo qu'ils ont volées pour devenir des milliardaires. Aujourd'hui, les opérateurs économiques aussi veulent devenir milliardaires comme des hommes d'affaires, des grands hommes d'affaires comme on le voit dans d'autres pays. Pourquoi? Aujourd'hui, on va Togocom aux Malgaches. Les Malgaches détiennent 51% du capital du Togocom. Donc, ce qui veut dire que le Togocom là n'appartient plus aux Togolais, au Togo. C'est ce qui est connu déjà. Un État, un État intelligent, entre griffes, un État intelligent doit pouvoir penser au secteur privé, aux hommes d'affaires du pays togolais, en leur octroyant un certain pourcentage. Par exemple, comme l'a dit, je l'ai vu, Ferdinand l'a si bien traduit sur sa page Facebook. Si l'État garde 40% et accorde 30% au secteur privé togolais, l'État et le secteur privé togolais deviennent majoritaires dans Togocom. Donc les 30% restants appartiennent aux Malgaches. Donc les Malgaches ne peuvent jamais se prévaloir être détenteurs de Togocom. Parce que l'État togolais et le secteur privé, les hommes d'affaires togolais, ont à eux seuls la majorité. Mais on n'a pas pensé à cela. On a confié les 51% aux Malgaches. Comment ça se fait? Ça montre quelque chose, ça démontre quelque chose. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui ont acheté Togocom ne sont pas des étrangers, mais plutôt des gens étranges. Ah bon? Des gens étranges qui ont acheté Togocom. Et ils sont cachés dans le régime. C'est comme ça. C'est comme ça il y a les entités qui constituent le Agou Holding sont connues. C'est bien nommé. Il y a des sociétés d'État aujourd'hui. Ouais. Par exemple, les mines. Quand on prend le SNPT, vous savez qui sont les actionnaires majoritaires dans cette société aujourd'hui? Claire, vous le savez. Nous tous ici, nous le savons. C'est ce qu'on veut faire aussi à Togocom. Ils sont cachés derrière les Malgaches pour dire que voilà, ce sont des étrangers, ce sont les Malgaches qui achètent. En réalité, c'est eux-mêmes qui achètent une société
qu'ils ont contribué qu'ils ont poussé à la faillite. En tout cas, c'est vous qui le dites. Maintenant, mais justement, quand on parle du secteur privé, quel sort pour le secteur privé, nous avons le patronat qui ne réagit pas. Peut-être que, bon, on se plaît dans la situation. Vous savez que lorsqu'on suit le fil des choses, il revenait au prime abord au patronat de réagir face à cette situation-là, avant qu'on ne parle de politique. Politique, oui, parce que demain, ils auront la gestion du pays, et après, ceux qui incarnent la société civile et autres. Il a dit quelque chose qui m'a fait froid dans le dos tout à l'heure, c'est par rapport à ces personnalités fictives qui sont actionnaires dans des sociétés d'État et qui provoquent le conflit d'intérêts à un moment donné. Il a si bien donné l'exemple de Watsem et les SNPT, où lorsqu'un débat a été fait, on a retrouvé des personnalités qui ont des noms bizarres, mais qui en réalité n'étaient que des hauts perchés, c'est-à-dire des gens qui gravitent autour du régime togolais. J'ai parlé tout à l'heure de l'Audi. Je suis allé dans le passé pour vous situer par rapport à certaines sociétés d'État qui ont fait faillite, qui non seulement ont mis la clé sous paillasson, mais vous savez que quand les situations se passent comme ça, ce sont ceux qui travaillent là-bas qui en pâtissent, c'est-à-dire que le personnel est congédié. Aujourd'hui, dites-moi, avant de passer Togocom ou bien Togo Télécom ou tout ce que vous êtes en train de dire là, avant de le faire, quel audit a été fait pour ce qui nous est arrivé pour qu'on arrive à la privatisation? Parce que la gestion de la chose publique, c'est avant tout l'honnêteté. Mais on se rend compte que ceux qui dirigent l'État togolais sont à la fois pyromanes et pompiers. C'est-à-dire, je m'explique. Il a si bien dit tout à l'heure. Lorsqu'ils sont derrière là, ils poussent à la faillite parce que de l'autre côté, vous les retrouvez encore actionnaires. C'est comme ça ça se passe. Je vous ai donné un exemple par rapport à tout le travail qui se fait pour apurer les dettes qui ont été contractées. Et ils savent que c'est comme ça ça fonctionne. Vous savez, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que on nous parle de conseil économique, on nous parle d'un certain nombre d'institutions qui en réalité ne sont là que comme ça. Parce que nous n'avons pas des institutions qui doivent jouer le rôle de contre-pouvoir pour pousser les dirigeants togolais à rendre compte au peuple convenablement. Je suis désolé parce que l'ancien président, je crois que c'est le premier vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui nous disait que juste pour une question d'agenda, le président de la commission qui devait normalement gérer les choses convenablement n'a pas pu prêter serment pour que le chef de l'État le renvoie à sa mission. Et c'est devant lui que les autres magistrats doivent prêter serment. Et ce sont eux qui doivent avoir les dossiers, les grands dossiers financiers, faire les audits des ministères. Mais depuis bientôt 5 ans, le chef de l'État n'a pas eu le temps de recevoir cette personnalité-là pour qu'il prête serment et renvoyer à sa mission. Et vous faites allusion à la Cour des comptes. Vous avez trouvé, parce que j'ai voulu dire ça à la fin. Si tel est le cas, aujourd'hui, ce qui a été fait comme privatisation, ça rentre dans quelle caisse? Mais c'est là la question, il y a le trésor public. Hein. Et vous parlez également du secteur privé. Je voudrais demander Togolais ou Ghanéens.
Togolais, vous dites? On parle. On Je est sais. au Togo. Ah, mais, C'est au Togo. non, mais oui. Ah oui, c'est au Déjà, le Togo. Ghana, il lui l'a renvoyé. Il s'est retiré du FMI carrément. Et pourtant, le Ghana, c'est un pays, J'ai écouté le président Talon qui m'a trop émerveillé quand il parlait de Bolloré. Il dit, mais il faut que Bolloré aille faire ce qu'il fait là en Afrique, là, chez lui, mais pas au Bénin. Et pourtant, chez nous, c'est le contraire. Ah ouais, mais à quoi tout ça là, tout cela ressemble? Est-ce que c'est une politique de terre brûlée ou bien quoi? Comment on peut qualifier ça? Toutes ces privatisations, on veut tout brûler. Reste le non, Togo non, même. ce que- Peut-être qu'on l'a privatisé sans qu'on le sache. Oui, mais. Oui, privatisation, bon, à quoi tout cela rime? On l'avait dit au début de l'émission, c'est un échec cuisant de la gouvernance, hein, sous Faure Gnassingbé depuis 15 ans. Hein. Depuis 15 ans, on n'a pas pu trouver des mécanismes, bien, des stratégies pour relever le Togo. Hein, le Togo que son père, le régime de son père a contribué à mettre sous terre. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé, on se rend compte que cet homme, sa vision pour ce pays, ce n'est pas de le relever, de le mettre à une barre un peu haute. C'est-à-dire pour le mettre, pour mettre le Togo dans des États modernes ou bien des États en voie de développement, comme on le dit. Aujourd'hui, on peut citer le Togo aujourd'hui parmi les pays en voie de développement, quand à côté le Ghana et le Bénin font des merveilles, le Burkina qui est frappé tous les jours par le terrorisme aussi émerge. Malgré tout cela, le Togo, on a toutes les richesses dans ce pays, mais elles sont pillées, Bradé. elles sont bradées, elles sont vendues aux étrangers. Et ces étrangers-là, en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens étranges dans la pose des étrangers qui pillent ces richesses. Et les premières victimes, ce sont les populations. Et en 2020, on va solliciter la voix de ces populations qui sont tellement victimes de la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille de la présidentielle de 2020. Ça s'approche et le débat s'accentue autour de la candidature unique. Mais ce qui défraie la chronique aujourd'hui, ce qui préoccupe, à quelles conditions ces élections auront lieu. Monseigneur l'archevêque et émérite de Lomé, Monseigneur Podro, est à pied d'œuvre, mais est-ce qu'il sera entendu par la classe politique de l'opposition? Il dit ceci: je vous en prie, levez-vous et organisez-vous pour mettre fin à ce régime. Qu'est-ce que ça vous dit, cet appel, ce cri? C'est un cri de désespoir? Ou bien il a tout tenté, il a tout essayé, il n'est pas écouté, il est obligé de crier haut et fort, mais dans le désert. Je voudrais, avant qu'on aborde ce sujet, témoigner toute ma gratitude à Monseigneur Podro, qui malgré son âge très avancé, prend le risque de faire ce que nous, jeunesse togolaise, nous devons faire. C'est-à-dire prendre notre destin en main. Quand j'ai fait l'analyse de cette phrase-là, le prélat s'est adressé à 3 catégories de Togolais. D'abord les politiques, le peuple, pouvoir et opposition. Et le pouvoir. Voilà. Aux politiques qui doivent, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le cadre de prendre le devant, provoquer les débats, jouer leur partition. Est-ce qu'ils le font? Le font-ils bien? C'est la grande question. Au peuple, c'est le peuple qui prend toujours son destin. L'exemple du Burkina est encore vivace dans les mémoires. Au pouvoir, j'ai cru entendre un mot, pas une fois, pas 2 fois. Ce clan de démons qui nous dirige, il a interpellé le pouvoir pour mettre fin à tout ce qui est exaction, violation des droits de l'homme et autres. Bon, maintenant la question est de savoir, par rapport à la présidentielle, est-ce que son cri sera entendu? Je crois savoir que Monseigneur a joué sa partition en tant qu'autorité morale, en tant que veilleur sur la cité.
il a toujours dit, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Et dans l'une de ses confidences, parce que moi je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui, par rapport à la situation politique togolaise, il dit, moi, j'ai partagé des choses avec certains papes qui ne sont plus en vie. J'ai écouté, j'ai vu, et je dis, pour le cas du Togo, mettez-vous ensemble. Lui, il a parlé. Avis aux acteurs politiques. Mais, en tant que journaliste, je ne serai jamais malhonnête en disant tout le parcours que j'ai fait depuis que je suis arrivé aujourd'hui, que sur papier, le pouvoir peut nous dire qu'il y a un deuxième tour. Je parle de la présidentielle prochaine. Mais le régime togolais étant lascar, roublard et tout ce que vous voulez, ne permettra jamais qu'il y ait un deuxième tour pour qu'ils disparaissent en même temps. Oui, mais on va en parler tout à l'heure. Et Isidore, comment est-ce que vous ressentez ce cri? Comment est-ce que ce cri du Monseigneur résonne en vous lorsqu'il dit il faut que l'opposition travaille ensemble pour délivrer le Togo? Comment est-ce que ça résonne en vous quand vous méditez sur ces morceaux choisis? Oui, l'archevêque Émérite Delomé, son combat, c'est un combat qu'il a pris à cœur depuis les années 90. Quand la démocratie a commencé au Togo. Et au soir de sa vie, il ne se montre pas fatigué de ce combat. Il continue de prendre son bâton de pèlerin pour inciter les politiques togolais. Je pense que lors d'une de ses conférences de presse, il a émis le vœu, il a fait une prière et cette prière m'a touché. Cette prière continue de me toucher aujourd'hui. Oh oui, laquelle? Seigneur, aide-moi à voir l'alternance avant de partir. Mais s'il la verra. Personne ne sait, on n'est pas Dieu. On ne sait pas s'il verra, même si on dit que l'alternance c'est en 2020, c'est en février ou en mars 2020. Bon, on ne connaît pas le plan de Dieu, s'il verra l'alternance en 2020 ou pas. Mais son souhait, son désir, c'est de la voir avant de partir. Mais je pense que cette prière doit toucher la classe politique togolaise, surtout l'opposition. Et pourquoi? Pour l'initiative qu'a prise aujourd'hui le prélat, cette classe doit se dépasser, transcender ses égos pour pouvoir se rassembler, ne serait-ce que ce rassemblement, cette dynamique unitaire pour lutter, pour combattre à ce qu'on ait les conditions minimum d'organisation, de transparence de ces élections et pouvoir bouter c'est justement ça étonne. Sur ce plan, ça dit se mettre ensemble pour arracher les conditions. Et c'est ce qui est difficile. On remarque que ça devient difficile pour la classe politique togolaise aujourd'hui. Mais bon, on dira que de par les expériences du passé, il y a certaines qui ne veulent plus se mettre ensemble avec d'autres, par peur de commettre les mêmes erreurs ou autres. Mais je pense qu'ici, il y a une urgence. L'urgence de l'heure. On parle d'une dynamique unitaire pour obtenir les conditions de transparence des élections. Ce n'est plus une alliance électorale, non. Tout le monde peut déposer sa candidature, tout le monde peut exprimer son désir d'aller à ces élections. Mais mettons-nous ensemble pour obtenir les conditions minimum de transparence de ces. C'est tout ce que le prélat dit. Le prélat dit que c'est à cette seule condition que la classe politique de l'opposition peut provoquer l'alternance en 2020. Mais sans cela, aller dans la dispersion à ces élections,
là, on ouvre encore un autre boulevard à Afronia Simbe. Oui, comme l'a dit Ildefonse tout à l'heure, il ne s'est pas seulement adressé à l'opposition, au peuple, mais il s'est adressé également au pouvoir, spécialement au président Afronia Simbe, qui doit tout débloquer finalement. Vous savez, avant de revenir sur ce point, je voudrais faire une observation. Lorsque Isidore parlait tout à l'heure de la dynamique qui doit être provoquée, ce que prône là où les rencontres de Monseigneur, appelant la classe politique de l'opposition à se mettre ensemble, je voudrais qu'on fasse la part des choses. Oui, allez-y. La situation politique, la situation sociopolitique togolaise aujourd'hui recommande qu'on soit ensemble. Faisons la part des choses. Prenez la dynamique au sein du CST. Vous avez vu ce que ça a donné. En 2012. Prenez aujourd'hui la coalition telle qu'elle était, pas celle qui est restée là aujourd'hui. Le 20 décembre 2018, les actions de la coalition. Vous avez vu ce que ça a donné? Prenez, à partir du moment où les partis politiques ont commencé par sauter de la barque, ce que les élections du 30 décembre 2019 ont donné. Alors, faites cette analyse-là de ce que, lorsqu'ils étaient ensemble, quand le groupe était fort, vous avez vu le résultat sur le terrain. On a dit, n'allez pas voter le 20 décembre. Nous avons vu. Et lorsque vous avez sauté de la barque et que vous avez demandé à vos militants même et au peuple, allez au local, vous avez vu le taux d'abstention et vous avez vu le résultat que l'opposition a eu. Mettez ces deux choses ensemble pour un aveugle ou bien un sourd muet qui refuserait qu'il n'y ait pas de dynamique unitaire pour arracher les conditions, ne serait-ce que de transparence de ces élections-là. Alors peut-être que cette personne ou cette formation serait en train de faire le jeu du pouvoir. Parce que moi, je suis d'accord avec tout ce que nous avons eu comme expérience, il a dit tout à l'heure, comme expérience. Est-ce qu'il revient à Monseigneur qui est, excusez-moi, à 2 pas de la tombe, de venir crier jusqu'à ce que qu'il ne fasse une crise pour que des gens qui étaient ou qui sont demeurés dans cette opposition-là, qui ont vu des choses que moi je n'ai pas vues, est-ce qu'il serait difficile qu'on leur dise que voyant cette situation-là, que vous soyez encore ensemble pour déclencher quelque chose, pour faire quelque chose d'ensemble? Non. Oui, mais merci que la technique nous excuse. Une question pour clôturer ou bien pour clore le débat sur ce sujet-là. Comment est-ce que le prélat n'est pas soutenu dans sa dynamique par sa famille religieuse? Parce qu'ailleurs, on a vu le contraire. Pourquoi? Mais je rappelle que vous êtes tous chrétiens catholiques. Oui, aujourd'hui, on a l'impression que c'est Monseigneur Kodro seul qui crie dans le désert et il n'est pas soutenu par les autres, sa famille religieuse, comme vous venez de le dire. Je pense que quand vous posez la question au clergé, on vous dira que l'Église catholique, c'est une institution, c'est une hiérarchie, et la CET, je vais parler de la conférence épiscopale du Togo, je rafraîchis la mémoire, et qui entre-temps avait sorti un communiqué tellement ambigu qui isole le prélat, Monseigneur. Oui, on dit que cette institution-là, c'est elle ce qui est habilitée à parler au nom de l'Église catholique, c'est elle ce qui est habilitée à sortir des déclarations pour donner la position de l'Église et autres. Je pense qu'à un moment donné, vous parlez de la position ambiguë, elle est un peu sortie de cette ambiguïté-là pour dire les choses telles qu'elles sont au régime, aux acteurs politiques de l'opposition, à la société civile, au peuple togolais et tout. Nous l'avons dit tout à l'heure, Monseigneur Kodro a un combat à mener et il a commencé depuis 1990.
Donc, c'est dans la suite de ce combat qu'il a encore pris le bâton de pèlerin pour parler aux politiques. Bon, quitte à être soutenu ou pas. Ouais. Pour lui, il fait de sa part. part. Ouais, c'est une initiative citoyenne. Oui, c'est ce qu'il dit. Au-delà de son statut, il est citoyen. Bien sûr. Oui, et c'est lui qui avait dirigé le HC à l'époque. Mais aujourd'hui, on a l'impression que il fait cavalier seul. D'abord, parlons de sa famille religieuse. Oui. Je suis chrétien catholique, pratiquant. Et vous avez fait allusion tout à l'heure à un communiqué de la conférence épiscopale qui, moi je le dis comme ça, l'avait désavoué par rapport à ses sorties. On a lu votre tribune sur les réseaux sociaux sur ce point. Vous Et n'avez pas été gentil. envers la conférence épiscopale. Et j'avais pris à l'époque 2 exemples. J'ai dit, le Christ n'a pas fait ce que vous êtes en train de faire. Je le répète encore aujourd'hui. Même quand on est archevêque émérite, on a au moins à sa garde des gens de votre famille. Je veux être un peu clair. Ce n'est pas parce qu'il est admis à la retraite que Monseigneur Bodjo doit être abandonné à lui-même. J'avais regretté et je continue toujours par regretter que ce communiqué soit sorti et qu'on me dise que ce n'est pas pour le désavouer. Mais on est bêtes. Sommes-nous bêtes? Quand vous lisez ce communiqué-là, ce n'est pas pour le désavouer. Mais je vous informe que la conférence épiscopale, je suis allé aux nouvelles quand Monseigneur Bodjo a fait sa crise la dernière fois. Ouais. On cherche à le retrouver. Même la conférence épiscopale ne sait pas. Je ne sais pas si en ce moment même où nous sommes en train de faire cette émission-là, que les autres évêques sachent là où se trouve Monseigneur Mais Bodjo. comment, papa? Il est toujours membre de la commission épiscopale. Hein? Puis Ouais. il est le doyen. Oui. Il est leur aîné dans l'épiscopat. Mais vous le voyez faire, cavalier seul. Même pour des cérémonies eucharistiques, il est seul. Pas de prêtre comme c'est recommandé par le droit canon. Je sais de quoi je parle. Ouais. C'est quand même incroyable, mais on va... Sa famille religieuse. Je crois savoir hier que la conférence épiscopale a appelé aux sœurs qui l'assistent. Les sœurs ne sachant pas là où il se trouve, on a commencé par tous les moyens. On appelle celui-ci, où se trouve Monseigneur, où se trouve. Mais ça, c'est une grande révélation, en fait. Hein? C'est quand même curieux. Je crois que je devais même écrire là-dessus, mais je n'ai pas eu le temps de l'écrire. Mais comme vous m'offrez l'occasion, je le partage. Parce que nous sommes appelés, nous aussi, à rendre compte fidèlement de tout ce qui se passe. Ok. Mais merci Ildefonse. On va s'arrêter là, mais pour cette deuxième partie, on va revenir. C'est vrai qu'on a débordé largement le temps, mais c'est l'actualité du sujet, l'importance du sujet nous oblige. On va revenir dans la troisième partie et la dernière partie de cette émission pour parler des communes avec la sortie du maire Aboka dans Golfe 5, c'est ça, on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il a l'estime de fermer les boutiques pour non-participation à l'opération Togo Propre? Nous allons poser la question tout à l'heure à Ildefonse et à Isidore Kourounou qui vont nous entretenir, vont nous édifier sur ce sujet. Merci et à tout à l'heure dans quelques secondes.